Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour à vendredi 28 août 2020. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Cette brève pour débuter ce journal, les acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Moukela Halidou du SNASEB, également secrétaire général adjoint de la CNT, Maïkoula Zodi et Moudi Moussa du mouvement tournant la page TLP Niger, qui vont passer leur 166e nuit de détention dans les maisons d'arrêt de Daïkena, Walam et Kolo de la région de Tilaberi. Ils ont été arrêtés à la suite de la manifestation pacifique du 15 mars 2020 contre le détournement de plusieurs milliards de francs CFA au ministère de la Défense nationale. Depuis leur arrestation, des voix se lèvent au Niger et à l'international pour exiger leur libération. 3 trafiquants de drogue ont été présentés ce vendredi à la presse. Ils ont été arrêtés par les éléments de l'Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants. Au total, 180 kilos de cannabis, de l'argent et des appareils portables ont été saisis avec ces malfrats. Une saisie opérée à la grande satisfaction du procureur de la République qui appelle une fois de plus à la collaboration de la population donc avec la police nationale. Voyons tout cela avec Assama Ousseidou et Ibrahim Abdou. 348 kg de cannabis et une somme de 400 000 francs CFA, c'est la prise opérée par les éléments de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants OCTIS. Les détenteurs au nombre de 3, tous de nationalité nigérienne, arrêtés après investigation de la police entre la région de Dosso et Niamey, ont été présentés ce jour à la presse. Le 16 août 2020, suite à une information relayée par un chef de village de la région de Dosso, faisant état de la présence à son domicile de 4 colis suspects dont il ignore le contenu, la provenance et le propriétaire, le gouverneur, accompagné des responsables des forces de défense et de sécurité et du procureur de la République, se sont immédiatement rendus sur place pour s'enquérir de la situation. Ainsi, à l'ouverture des colis suspects, 168,33 kg de cannabis ont été découverts. Sur instruction du procureur de la République, près le tribunal de grande instance de Dosso, la drogue a été saisie et mise à la disposition de l'antenne régionale de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants pour la suite des investigations. Afin de remonter à la filière et sur la base des premiers éléments recueillis, le parquet de Dosso a saisi la direction de l'OCRTIS de Niamey. Ainsi, après 10 jours d'investigation, les membres du réseau, leur domicile, les moyens de déplacement utilisés ainsi que les commerces de façade ont été identifiés. Tard dans la nuit du mardi au mercredi 26 août 2020, il a été localisé au quartier Koubia de Niamey, une camionnette en instance de départ sur Agadez, dont la fouille a permis de découvrir dans son plancher arrière 180 kg de cannabis soigneusement dissimulé. Aussi, la drogue, la camionnette, un véhicule avec immatriculation étrangère, 4 téléphones portables, des chéquiers et une somme de 400 000 francs ont été saisis. Le procureur de la République a tenu à féliciter et encourager la police pour cette fois-ci d'encouragement et de félicitations à nos populations qui ont commencé à entendre notre message à travers lequel nous les appelons toujours à collaborer. Parce que vous avez compris d'après les récits des faits par la commissaire qui vient de parler que cette saisie a été possible grâce à un chef de village de la région de Dosso. C'est ce comportement citoyen que nous avons toujours appelé à la population à porter l'association à tous les appareils et tous les agents d'application de la loi pour qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose de suspect, un comportement suspect, que les autorités soient saisies. Ce sont des enquêtes qui sont extrêmement difficiles, qui peuvent relever vraiment de l'impossible lorsqu'on vous dit qu'on a découvert un colis dans un village de Dosso, donc on est ni le propriétaire, et remonter la chaîne jusqu'à retrouver le propriétaire à Niamey.
et l'interpeller tous les réseaux et savoir d'où est-ce que vient la drogue, retrouver la rescatée. Il faut être fier de ce service et nous sommes venus ici, et comme par le passé, pour les encourager. Face à ce phénomène qui persiste, l'OCRTIS réitère son appel à la population pour plus de vigilance et de collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Donc c'est au total 348 kg de cannabis saisis au lieu de 180 annoncés. La situation se complique à chaque jour qui passe pour les habitants de certains quartiers du 5e arrondissement communal de la ville de Niamey où les eaux du fleuve Niger continuent à gagner du terrain. Ce vendredi matin, ce sont des habitants du quartier Bangabana qui se sont mobilisés pour stopper les eaux qui menacent ce quartier. Reportage à Nafisa Zakou et Ibrahim Abou. Les fortes précipitations enregistrées ces derniers jours dans la ville de Niamey, qui ont occasionné la montée des eaux du fleuve, continuent à faire des dégâts, surtout dans l'arrondissement communal Niamey 5. Très tôt ce vendredi, hommes et femmes du quartier Bangabana se sont mobilisés pour empêcher aux eaux du fleuve d'envahir leur habitation, chose que déplorent les habitants du dit quartier. C'est une situation de désolation qui se passe ici au quartier de Bangabana, parce que nous sommes envahis par les eaux et c'est les eaux du fleuve qui sont en train d'envahir les quartiers. Vous savez, nous sommes ici sur une digue. Cette digue a été construite en 2012, après les inondations de 2012, avec des centaines de millions. Et cette digue a été construite pour protéger la population. Vous voyez, à partir de cette digue, tout ce qu'il y a, c'est des milliers et des milliers de familles qui vivent derrière cette digue. Et aujourd'hui, la digue est menacée. Les eaux sont en train de vouloir traverser la digue pour envahir nos maisons. Et les populations sont mobilisées depuis maintenant 4 jours pour porter leurs mains volontairement. Des chefs de famille, personne ne part travailler. Nous sommes mobilisés ici pour faire en sorte que l'eau ne passe pas. Mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que jusqu'à aujourd'hui, nous n'avons aucun appui des autorités pour venir nous aider à remblayer cette digue, à mettre du sable pour empêcher à l'eau d'envahir les populations. Nous avons lancé les cris de détresse, ça fait aujourd'hui 4 jours, nous attendons. Ces habitants envahis par les eaux du fleuve depuis 4 jours lancent ce cri de cœur. C'est vrai, il y a eu des bonnes volontés, comme par exemple El Hadji Mohamedou, un résident du quartier qui nous a aidés, mais c'est insuffisant. Nous avons besoin de l'aide de l'État. Et tout ce que nous avons besoin, nous n'avons pas besoin de partir remplir les écoles. Nous avons besoin des camions de latérite pour empêcher à l'eau, pour rembler la digue, pour relever le niveau de la digue, pour empêcher à l'eau d'envahir. Et déjà, les écoles sont remplies par les populations des quartiers de Kirtikei. Donc, si aujourd'hui l'eau arrive à traverser cette digue et à envahir les quartiers, on n'aura plus, même là où caser ces milliers et des milliers de familles. Pour pallier à ces problèmes d'inondation dans le 5e arrondissement de Niamey, les autorités municipales doivent encore redoubler d'efforts en trouvant des solutions à ce phénomène pour qu'il ne se répète plus dans les années à venir. Il est un jeune agronome. Il a décidé de mettre en pratique ce qu'il a appris durant sa formation. Aboubakar Jibo, c'est son nom, fait du jardinage à la maison où il produit plusieurs variétés de plantes potagères. Reportage à Mbaïko Félicité et Aboukar Souley. Permettre aux citadins de découvrir les possibilités de jardiner à la maison, telle est la volonté d'un jeune agronome qui a décidé de voler de ses propres ailes à travers la création d'une ferme d'approvisionnement en semences adaptées et matériel dénommé Fassam Terre Verte. Et une activité qui vous permettra de vous connecter à la nature, de comprendre le phénomène et aussi pour les ménages en tout cas, composés donc de bien sûr des adultes et des enfants, ça peut aussi être un exercice d'éducation pour les enfants.
de savoir identifier dans la panoplie donc des espèces végétales, reconnaître voilà, la tomate par rapport à la pomme de terre, le moringa par rapport à la laitue. Je crois que c'est extrêmement important. C'est absolument quelque chose que tout le monde peut faire et nous-mêmes, pour ce qui est de la production domestique, on ne met pas l'accent sur l'itinéraire technique, les distances, non. L'essentiel, c'est d'avoir un certain nombre d'espèces comestibles. Et au fur et à mesure, la personne va se perfectionner et améliorer sa production. Boubacar Djibo Al-Mustafa a initié du Mon Jardinage, un concept de formation pratique d'apprentissage au jardinage et l'éco-alimentation. On a un projet qu'on appelle Kit Potager Domestique. C'est un projet de formation en agriculture urbaine et écologique à l'endroit donc des citoyens de la ville de Niamey. Et nous-mêmes, on fait l'activité à la maison pour aussi montrer ou aller joindre l'acte à la parole. On n'a absolument pas besoin d'avoir des b.a.-ba ou bien des notions en agriculture. Et il faut simplement s'intéresser à l'activité, et trouver des espèces et suivre une formation qui va vous permettre donc d'organiser votre micro-jardin familial et réussir dans la durée. Pratiquant avec passion ce métier, Boubacar fait un appel aux jeunes agronomes de se lancer sans crainte dans ce métier noble et rentable pour la population nigérienne, sans engrais chimiques et pour le bien de la santé. Du courage donc à Boubacar Djibo. 10 jours après le coup d'État militaire au Mali, le 18 août dernier, où les militaires ont renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta Ibeka, la CEDEAO a tenu 2 réunions extraordinaires par vidéoconférence. La deuxième session de ce vendredi s'est tenue après une mission de l'institution conduite par l'ancien président du Nigeria, Goodluck Jonathan. Au terme de cette session, la CEDEAO a maintenu ses sanctions en vigueur contre le Mali et a demandé aux autorités militaires d'organiser des élections dans 12 mois plus tôt. Une situation qui a suscité une analyse du docteur Elisabeth Cherif que je vous propose de suivre en extrait avant de la retrouver en partie magazine. La CEDEAO aujourd'hui joue sur sa crédibilité. Ce message aussi s'applique à la CEDEAO. La nécessité de privilégier le peuple, de se placer véritablement au-dessus, dans une tension politique, de se placer au-dessus du clivage interne à un pays pour pouvoir vraiment donner des solutions qui sont à la hauteur des problèmes qui se posent, mais qui sont susceptibles de renforcer la procédure démocratique dans le pays en crise, mais surtout aussi de donner davantage de la légitimité et de la crédibilité à la CEDEAO. C'est un peuple, on va dire, qui est éprouvé et il mérite d'être accompagné dans cette épreuve pour que ceux qui sont volontaires, ceux qui ont montré une certaine détermination à retrouver un chemin, n'est-ce pas, puissent avoir la véritable seconde chance qu'ils veulent donner au Mali, de repartir sur des bases solides, pérennes et profondes, à même de ramener la quiétude, mais aussi de redonner au Mali son intégrité territoriale. C'est important aujourd'hui de dire que un autre enseignement que la crise politique du Mali a donné, c'est l'émergence d'une figure internationale comme l'imam Dicko, une personnalité qui a su quand même qui a su rassembler des Maliens, au-delà de leur particularisme, au-delà de tous les clivages ethniques, même religieux, n'est-ce pas, à cause de sa volonté qu'il avait eue de donner un exemple d'intégrité. Si l'imam
l'imam Diko avait accepté à un certain moment la mallette d'argent qu'on lui avait offerte, et qu'il s'est tué comme pas mal de personnalités morales qui ont le devoir de se prononcer sur des situations de crise dans nos pays, et n'auraient pas eu l'écho, l'aura et toute la légitimité dont il a besoin. Rendez-vous à la fin de ce journal pour suivre l'intégralité de l'analyse du docteur Elisabeth Chérif sur la situation au Mali. Du sport dans ce journal, et c'est pour parler de la commission centrale des arbitres de la Fédération nigérienne de football FENIFOOT qui poursuit sa série de formations à l'endroit des arbitres. Depuis hier, ce sont les arbitres promoteurs qui sont en stage de mise à niveau, nous rapporte Ibrahim Tikere et Chebou Guisso. Après les arbitres d'élite, c'est au tour des arbitres promoteurs du football nigérien de bénéficier d'un stage de mise à niveau. Un instant de retrouvailles après les vacances imposées par la Covid-19, ce qui n'est pas sans conséquence sur la forme physique des arbitres. 1. Rappeler aux arbitres les modifications apportées aux lois du jeu pendant la période 2020-2021. 2. Apporter des informations supplémentaires et complémentaires. 3. Les préparer pour le championnat en vue d'être au niveau et pour pouvoir bien siffler nos matchs. Avec la pandémie, ça a affecté véritablement l'état physique de nos arbitres. Presque 90% ont pris du poids. Pourtant, ils pouvaient travailler en individuel. Mais malheureusement, ils se sont cachés derrière la pandémie. Ils ont pris du poids. Ce n'est pas facile. C'est vrai, on a des difficultés physiquement. Mais maintenant, avec la reprise, on va voir avec les préparateurs physiques, on va mettre les moyens pour amener les arbitres au top. Avoir des arbitres aptes physiquement et techniquement avant le coup d'envoi de la saison 2020-2021, c'est le souci premier des responsables de la commission centrale des arbitres de la FENIFOOT. Renforcer un peu les prérequis et les acquis de ces arbitres-là pour que nous soyons en tout cas prêts pour le début du démarrage de ces activités. Et effectivement, la pandémie, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'inactivité a fait que beaucoup ont perdu sur le plan physique. Et la FIFA nous avait commandé en tout cas d'aller sur une base de récupération d'abord avant d'arriver au niveau en tout cas de tests réellement de capacité physique des arbitres. Donc pour le moment, nous sommes vraiment en train de faire des tests physiques, mais qui n'ont qu'une valeur en tout cas de reprise, qui n'ont pas une valeur significative en tant que sous forme de classement ou d'interprétation des performances des arbitres. Et la FIFA nous avait commandé de ce sens de considérer effectivement que l'évaluation des arbitres ne peut se faire que sur la base réellement des activités qui ont réalisées. Et du moment où on n'a pas réalisé d'activités proprement dites, on ne peut pas aller dans l'évaluation, en tout cas objective des arbitres. Donc la FIFA recommande à ce que vraiment nous reprenions sur des bases, en tout cas plus ou moins, en tout cas saines de considération de cet aspect-là, et de pouvoir améliorer la performance des arbitres au fur et à mesure qu'on entre dans les compétitions. S'agissant de l'arbitrage féminin, le Niger n'est pas certes à la traîne. Toutefois, la commission centrale des arbitres a un projet visant la détection des jeunes filles sur toute l'étendue du territoire national. Nous avons un projet de la FIFA qui revalorise aujourd'hui le genre, que ce soit du côté de l'arbitrage, que ce soit au niveau de la pratique même du football, et un projet en cours entre la FIFA et la Fédération nigérienne de football, sur lequel nous avons une grande partition à faire, accélérer les activités sur ce point-là. Et nous avons déjà un projet que nous sommes en train de réfléchir avec le secrétaire général de la FENIFOOT pour que nous puissions arriver au moins à former, en tout cas dans les 3-4 mois qui arrivent, une quinzaine de filles par région, ce qui va nous donner en tout cas un nombre important, à peu près de 80 à 90 arbitres féminins, en tout cas qui vont être suivis sur un projet de 2 ans. Et ça va nous permettre en tout cas de rattraper le retard sur ce plan-là au niveau de la Fédération nigérienne de football. Notons que ce stage de mise à niveau des arbitres promoteurs concerne 115 stagiaires de Niamey et d'autres régions du pays. Ils sont scindés en plusieurs groupes en vue de respecter les mesures de distanciation du Covid-19. Sport toujours, Ibrahim Tikere, avec le bureau régional de Niamey des supporters de l'équipe nationale du Niger, le MENA, qui a depuis cet après-midi un nouveau président. Il s'agit de Abdou Razak Rafa,
qui a été élu au terme de l'Assemblée générale élective de la dite structure. Retrouvons Ibrahim Tikere une fois de plus pour les... Inch'Allah, vous allez voir, les choses vont changer. Les choses vont bouger. Ce sont là les premiers mots du nouveau président de l'association régionale des supporters de Niamey. Abdrafa a été élu ce vendredi 28 août 2020 à l'unanimité des délégués de l'Assemblée générale élective tenue dans les locaux de la Fédération nigérienne de football. Et le ressort de cette opération de dévouement est le candidat à la personne d'Abdrafa qui a choisi le bulletin bleu a bénéficié de 30 délégués sur 31 présents. Aussitôt élu, le président Abdrafa a dévoilé les premières ambitions de son bureau. Le premier paramètre, c'est d'abord le consensus. Et le deuxième, c'est le vote. Aujourd'hui, je suis passé grâce vraiment à le bon sens, la bonne compréhension de mon cher ami, M. Bachir Kila, qui a bien compris les choses, parce que quand on l'avait dit que je suis candidat, il dit qu'il n'y a pas de problème, donc il va m'accompagner. Donc nous sommes ensemble. Je ne serai pas très long, juste pour vous dire que vraiment je vous remercie infiniment et qu'il faut que vous nous aidiez à accomplir la mission qui nous a été assignée aujourd'hui. Mais je tiendrai à dire que le supporter, s'il a un droit, il a également un devoir. Et le devoir de ce supporter, c'est d'aider son club d'abord. Et c'est de protéger les joueurs. Parce qu'il ne suffit pas de venir au terrain pour regarder un bon match. Quand un joueur fait une erreur, tu l'insultes père et mère. Il faut que les gens comprennent qu'eux aussi, ils ont des parents, ils ont un père et une mère. Quand tu insultes, tu auras mal. Et donc, il faut que les gens arrêtent d'insulter les joueurs. C'est leurs enfants, c'est leurs frères, c'est leurs parents. Et tout ça là, donc, je pense qu'on va faire un cahier de charges à travers lequel on va définir tout pour essayer vraiment de corriger les choses. Il faut que les gens arrêtent ce genre de comportement. Présent à l'ouverture officielle de cette assemblée générale élective de l'association régionale de supporters de Niamey, le président de la délégation spéciale et le président de la Ligue de football de Niamey, tous ont dans leurs interventions réaffirmé leur soutien à la nouvelle équipe dirigeante des supporters de la capitale, désormais présidée par Abdrafa. Donc bonne chance à Abdrafa et son équipe. Je l'ai annoncé donc en partie magazine, je vous laisse à présent avec l'analyse du docteur Elisabeth Chérif sur la situation qui prévaut au Mali 10 jours après la prise du pouvoir par les militaires qui ont renversé le régime du président Ibrahim Boubacar Keïta. Aujourd'hui, les chefs d'État des pays membres de la CEDEAO ont tenu leur deuxième session extraordinaire par vidéoconférence, session au cours de laquelle ils ont réaffirmé les sanctions en vigueur contre le Mali et ils ont demandé aux militaires d'organiser des élections dans 12 mois. Très bonne réception. Ce qui s'est passé au Mali traduit d'une certaine manière l'incapacité d'une classe politique à donner une solution politique à un problème. Ce qui se passe, c'est que même si on a des difficultés pour véritablement caractériser ce qui s'est passé réellement, c'est que ça demeure une solution militaire et qui dénote une certaine régression pour l'évolution démocratique au Mali. Alors, beaucoup d'enseignements à tirer. D'abord, le défi qu'elle révèle encore, la nécessité de trouver des solutions politiques pendant qu'il est temps à des crises ou bien à des tensions politiques. La nécessité donc pour le pouvoir civil de s'entendre pour pouvoir asseoir des meilleures bases de la démocratie, pour que les coups d'État ou bien les solutions militaires, si vous voulez, soient vraiment révolues de la scène politique africaine. Si la démocratie
et le pouvoir du peuple. Il faudrait bien que dans certaines régions d'Afrique, que les dirigeants arrivent à avoir l'ouverture, le courage, la volonté de croire que le peuple mérite d'être entendu, le peuple mérite d'être écouté. Et cette incapacité, si vous voulez, d'instaurer un dialogue entre ceux qui se présentent comme les représentants du peuple et les autorités maliennes déchues a d'une certaine manière engendré ce que l'on connaît aujourd'hui. Donc c'est très important, mais vraiment de privilégier les conditions d'instaurer d'un dialogue. Il faudrait quand même saluer quelque part l'attitude jusqu'à un certain moment du président malien déchu, cette volonté qu'il avait eue jusqu'à un certain moment d'autoriser les manifestations au Mali, ce qui n'est pas le cas dans tous les pays africains, on le sait aujourd'hui, où le peuple n'a plus le droit de manifester. C'est vrai qu'à un certain moment, il a été tenté par le réflexe du refus, comme on le voit un peu dans certaines parties, dans certains pays africains, mais l'opposition malienne aussi, qui a donné un enseignement, fait montre d'une détermination quand même remarquable. C'est important aussi de le dire, l'enlisement, l'impasse sur des questions très importantes, on dirait même existentielles pour la survie de l'État, dans son intégrité territoriale, pour sa survie dans la quiétude politique, sont quand même des facteurs qui ont engendré la situation que l'on connaît aujourd'hui. L'enlisement, l'impasse sur le plan de la sécurité, mais aussi le sentiment d'impunité que l'on a aussi au Mali, n'est-ce pas, avec l'émergence d'une classe bourgeoise, ultra-bourgeoise on va dire, une oligarchie qui vit d'une manière mais vraiment déconnectée du peuple, avec non pas un fossé qui se creusait entre l'élite malienne politique déchue et le peuple malien. On ne parle plus de fossé, mais plutôt un gouffre entre les deux. Il faut aussi dire que la crise malienne avait aussi un fond électoral. La nécessité de respecter les jeux démocratiques, la nécessité de croire véritablement aux valeurs républicaines, n'est-ce pas, qui consacrent le peuple, l'égalité entre les citoyens, mais aussi qui font du peuple, mais vraiment le souverain. Comme je l'ai dit, le peuple qui doit être observé, écouté, n'est-ce pas, et la nécessité du dialogue. La CEDEAO aujourd'hui joue sur sa crédibilité. Ce message aussi s'applique à la CEDEAO, la nécessité de privilégier le peuple, de se placer véritablement au-dessus, dans une tension politique, de se placer au-dessus du clivage interne à un pays pour pouvoir vraiment donner des solutions qui sont à la hauteur des problèmes qui se posent, mais qui sont susceptibles de renforcer la procédure démocratique dans le pays en crise, mais surtout aussi de donner davantage de la légitimité et de la crédibilité à la CEDEAO. C'est un peuple, on va dire, qui est éprouvé et il mérite d'être accompagné dans cette épreuve pour que ceux qui sont volontaires, ceux qui ont montré une certaine détermination à retrouver un chemin, n'est-ce pas, puissent avoir la véritable seconde chance qu'ils veulent donner au Mali, de repartir sur des bases solides, pérennes et profondes, à même de ramener la quiétude, mais aussi de redonner au Mali son intégrité territoriale. C'est important aujourd'hui de dire que un autre enseignement que la crise politique du Mali a donné, c'est l'émergence d'une figure internationale comme l'imam Dipo, une personnalité qui a su quand même qui a su rassembler des Maliens, au-delà de leur particularisme, au-delà de tous les clivages ethniques, même religieux, n'est-ce pas, à cause de sa volonté qu'il avait eue de donner un exemple d'intégrité. Si l'imam
l'imam Dicko avait accepté à un certain moment la mallette d'argent qu'on lui avait offerte, et qu'il s'est tu comme pas mal de personnalités morales qui ont le devoir de se prononcer sur des situations de crise dans nos pays, il n'aurait pas eu l'écho, l'aura et toute la légitimité dont il a besoin. L'Afrique a besoin de personnalités comme lui qui montre donc cette détermination pour redonner au continent sa dignité, mais aussi qui ont ce don de rassembler au-delà des particularismes et donc de pouvoir faire croire que l'on peut avancer, que ce qui nous rassemble est beaucoup plus important que les facteurs accessoires et aléatoires qui nous divisent. L'Afrique est plus réelle. Vous remarquerez que même au sein de la CEDEAO, il y a quand même une certaine incompréhension de l'engagement de certains chefs d'État qui, dans leur pays, ont connu quand même des alternances assez remarquables. Le Nigeria. Et c'est important de dire que même le président Goodluck, qui était impliqué dans la résolution du groupe de la crise malienne, était un président sortant qui a été évincé par la voie électorale et qui a accepté le résultat des urnes. C'est dire que dans certaines parties de l'Afrique, le jeu électoral, le jeu démocratique suit son cours normal. Le défi pour les pays où il semble encore un peu plus difficile pour les uns et les autres de respecter les jeux démocratiques et d'asseoir une véritable stabilité politique, c'est vraiment de regarder vers ces modèles qui marchent pour pouvoir s'inspirer sans complexe donc de leur expérience positive.